Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rob Hall, un célèbre alpiniste néo-zélandais. Il prépare une nouvelle expédition sur le mont Everest. Ayant déjà gravi le sommet 5 fois, Hall est un expert dans la matière. L'expédition menée par celui-ci est encadrée par deux guides expérimentés, Mike Groom et Andy Harris, qui doivent eux accompagner 8 clients jusqu'au sommet de l'Everest. Parmi eux, le journaliste John Crocker, excusez-moi pour la prononciation, qui se joint à l'aventure dans le but de rédiger un article, mais dans la même lignée, la Scott Fisher, un guide d'une autre société qui va les rejoindre aussi. Le 10 mai 1996, l'équipe de Rob Hall et ses clients ont atteint le balcon qui est à 8400 mètres d'altitude. Car oui, il faut savoir que l'Everest est 8849 mètres d'altitude, ce qui est énorme. Malheureusement, ils sont confrontés à un obstacle majeur. Les cordes fixes nécessaires pour poursuivre leur ascension n'étaient pas en place. Cette situation les a contraints à attendre dans une zone où le manque d'oxygène rend chaque instant crucial. On appelle ça l'hypoxie. C'est un défaut d'oxygénation. Le système respiratoire, c'est les poumons qui vont amener de l'oxygène. Cet oxygène va passer dans le sang et va venir oxygéner l'ensemble des tissus de l'organisme. Et donc, on a un taux normal d'oxygène. Et quand ce taux baisse, eh bien forcément, vous allez avoir de l'essoufflement, vous allez avoir de la difficulté. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un cours de Zumba, mais vous ne pourrez même pas monter quelques escaliers. Et plus l'insuffisance respiratoire est à un stade évolué, plus vous allez avoir des difficultés dans la vie quotidienne. Donc, au début, ça va être à l'effort. Et puis, progressivement, malheureusement, ça va être pour les mouvements les plus basiques. Ça va simplement pour des patients qui sont vraiment en insuffisance respiratoire, parfois terminale. Le fait de se lever d'un fauteuil, d'aller d'une pièce à l'autre, ça va être extrêmement compliqué. Tout ça parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. C'est dans la zone appelée la zone de mort où il n'est pas conseillé d'y rester plus de 10 heures au risque de conséquences. Et tu ne peux même pas vivre là-bas plus de 24 heures. La plupart des alpinistes ont des bouteilles d'oxygène. Après ça, ils arrivent à monter un peu vers les 8790 mètres. Soudainement encore un obstacle, mais ce n'est pas un petit, c'est un mur rocheux qui est très dur à passer. Donc plusieurs alpinistes vont faire demi-tour, car faut pas oublier qu'à tout moment ils n'ont plus d'oxygène et ils ont peur de dépasser le temps fixé, qui était de 14 heures. Sauf certains, coûte que coûte, ils décident d'affronter l'obstacle. À votre avis c'est qui? Évidemment c'est Rob Hall et Dur Hansen. Les deux hommes atteignent le sommet à 16 heures, donc 2 heures après l'horaire maximal fixé. Hansen, épuisé par l'ascension, fatigué, il s'écroule au sommet sud, qui est à environ 8680 mètres. Il a été pris dans une violente tempête pendant la descente, malheureusement. Situation critique, Rob Hall, même épuisé, il décide de rester avec Hansen. Un autre alpiniste, Andy Harris, va les rejoindre après. Mais les deux disparaissent pendant la nuit, probablement touchés par le mal aigu des montagnes. À plus de 2000 mètres, la diminution de la concentration d'oxygène nous fait souffrir effectivement, Thomas, ce que l'on appelle le mal des montagnes. Alors heureusement, ça va se borner à quelques palpitations, des vertiges, une lassitude plus importante que celle justifiée par l'effort que vous venez d'effectuer. Au pire, le soir, vous n'arriverez pas à trouver le sommeil. Alors on en entend finalement assez peu parler de ce mal des montagnes. Il concerne beaucoup de monde ou pas? Non, c'est pas exceptionnel du tout. Vous serez peut-être surpris de savoir qu'une personne sur 5 à partir de 2000 mètres ressent ces symptômes. Mais il faut être patient, même si c'est désagréable. Le mal va disparaître en moins de 48 heures si vous restez, ou en quelques minutes dès que l'on rejoint la plaine. Vous savez, c'est un peu la même sensation que dans le mal de mer qui cède comme par magie dès que l'on touche la terre. C'est quand le corps fonctionne mal, ça provoque des maux de tête, des vomissements, des nausées. Enfin bref, même à mon pire ennemi, je le souhaite pas ça. Et après enquête, ils sont morts. Maintenant vous dites où est Rob Hall. Il va réussir à survivre, mais dû aux gelures. Les gelures, c'est les lésions de la peau dues au froid. Et à cause de ça, il va devenir immobile. Il n'arrive plus à bouger, donc il va survivre qu'un jour de plus qu'eux. Mais c'est pas fini. Scott Fisher, l'autre guide, pendant qu'il est en train de descendre, il souffre d'œdème cérébral. Et donc lui aussi il va succomber, malheureusement. Certains ont perdu une partie de leurs mains, le bras, l'orteil à cause de graves gelures. Enfin, c'est la galère. Heureusement, Anatoly Boukrev, il parvient à ramener la plupart des clients au temps. En moyenne, 5 personnes meurent par année, avec un pourcentage d'environ 1%. Comme cause, on peut citer les avalanches, les cascades de glace, l'altitude extrême où il y a un manque d'oxygène. Mais bon, faut savoir que c'est lourd, surtout qu'il y a du matériel derrière, de la nourriture dans le sac. Donc frérot, c'est lourd quand même. Faut pas oublier que les bouteilles d'oxygène se vident. Aussi comme Adrien Ballinger qui s'est retrouvé sans plus rien alors qu'il venait de commencer à monter. Là pour vous dire qu'il faut bien être entouré, même si ça peut rien dire des fois comme l'histoire que je vous ai racontée. Je pense qu'une Oxtag va l'être. Enfin, je l'espère, je pense qu'il va l'être avec des alpinistes français ainsi que des Népalais, car il faut savoir que ce sont eux les guides professionnels là-bas. En même temps, c'est logique, c'est leur pays.
C'est eux qui vont s'occuper de l'installation des cordes, des échelles, des tentes, la nourriture et bien plus. Il faut toujours faire attention, même en étant guidé, car ça peut arriver qu'on t'abandonne et qu'on puisse pas venir te sauver. Des personnes sont délaissées et meurent sur le passage, ou les corps sont perdus malheureusement. Les corps ne sont pas rapatriés pour être enterrés, car il faut beaucoup d'efforts, que ce soit au niveau physique et logistique, et les conditions météorologiques aussi, qui sont difficiles, et ça rend l'opération compliquée et très coûteuse. Oui, c'est chaud. Donc oui, des gens peuvent marcher sur des cadavres et certains peuvent voir même ça tranquille. Ouais, ça fait froid dans le dos. On appelle ça les green boots. Faire l'ascension de sommet de plus de 8000 mètres est peut-être un rêve. Mais ce rêve, il a un coût. Maintenant, on va parler argent. Je sais vous aimez ça. Pour grimper le mont Everest, il faut compter entre 55 000 et 70 000 euros. Ça comprend le permis d'ascension qui coûte environ 10 000 euros. Le logement, les guides, il faut 8 bouteilles d'oxygène minimum. Et pourquoi ça coûte autant cher? Tout simplement, c'est risqué. C'est comme un astronaute ou un démineur ou une journaliste en Syrie, enfin, t'as compris. J'ai entendu comprendre que Inoxtag avait déboursé entre 500 000 et 1 200 000 pour cette expédition. Et voilà, quand ça coûte cher, mais étant donné qu'Inoxtag est entouré de Webedia ainsi que des sponsors, du coup, je pense que ça ne sera pas un obstacle majeur. Oui, car un sponsor, par exemple, comme Red Bull, peut totalement payer la totalité de l'ascension pour justement promouvoir leur marque ainsi qu'améliorer leur valeur sur le marché. On connaît Inox, c'est pas le genre de personne qui va abandonner facilement. On a bien vu la vidéo sur l'île, le Paris-Roubaix à vélo. Donc je pense qu'il va essayer à tout prix de réussir, surtout qu'il y a sa famille derrière, il y a ses fans, il y a Webedia, il y a ses amis, il y a surtout beaucoup d'argent en jeu, donc tout ça, ça peut être une énorme pression. C'est pas comme si tu étais le seul à faire l'ascension et tu l'avais dit à personne. Mais tout ça, ça peut ramener à prendre des décisions importantes, comme le fait d'abandonner pour la santé. Ce n'est pas un jeu, donc dès qu'il aura envie d'abandonner, je pense qu'il doit le dire direct. Parce que s'il monte et il a mal physiquement ou quoi, ça peut être très compliqué. Mais je pense qu'il sera également briefé sur cet aspect psychologique. En moyenne, les expéditions durent environ 2 mois, dont une dizaine de jours pour arriver au camp de base sur l'Everest. Il ne faut pas être pressé et il est possible qu'il y ait énormément de personnes au-dessus du mont. Ça fait polémique il y a quelques mois. Une vidéo justement qui montre ça. C'est à cause des personnes qui ne sont pas expérimentées, qui sont recrutées par des agences bas de gamme. Il faut savoir que ces embouteillages sont très dangereux. Ça va gêner des gens, donc ça peut créer des chutes de neige, mais aussi des personnes qui tombent. En 2019, 5 personnes sont mortes à cause de ça, à cause de l'attroupement justement. 2 personnes, par exemple, peuvent bloquer 50 derrière. Et comme c'est dans la zone de la mort, il faut réduire légèrement le flot d'oxygène. Le truc dangereux aussi, ce sont les crevasses. C'est comme un genre de trou qui est très profond des fois, donc les Sherpas. Les Sherpas, c'est quoi? C'est les personnes qui vivent là-bas et qui... ce sont les guides tout simplement, les guides népalais. Et ce sont eux qui vont aider Inoxtag à les passer, en les équipant d'un pont avec une échelle. Ça arrive que des personnes tombent dedans et c'est très compliqué d'en ressortir, voire jamais. Il y a également des débris qui peuvent tomber, ils peuvent tomber sur des gens, faire demi-tour car il faut se soigner. Les débris peuvent être très gros et très lourds.